Salut les esprits curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons déconstruire l'une des idées les plus ancrées dans notre éducation, une que vous avez probablement acceptée sans la remettre en question à l'école. Et si je vous disais que cette définition de la littérature qu'on vous a enseignée, celle des grands auteurs et des romans poussiéreux, n'est qu'une demi-vérité? Pire encore, et si c'était une façon de limiter votre compréhension du monde? Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte, mais plutôt un accompagnement visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que cela vous plaira. Quand on pense à la littérature, l'image mentale est presque toujours la même. Un livre, un objet physique. On nous a appris à vénérer le canon, une liste d'œuvres et d'auteurs, presque tous des hommes, presque tous européens, qui sont censés définir le sommet de l'expression humaine. Mais ce n'est qu'une toute petite partie d'une histoire bien plus vaste et fascinante. Pour trouver la véritable essence de la littérature, nous devons remonter beaucoup plus loin dans le temps, avant l'invention de l'imprimerie, et même avant l'écriture elle-même. La première littérature ne se lisait pas, elle s'écoutait. C'étaient des histoires racontées autour du feu, des poèmes épiques mémorisés et transmis de génération en génération. Pensez à l'épopée de Gilgamesh, l'une des œuvres les plus anciennes que nous connaissions. Elle n'est pas née comme un texte, mais comme un chant, un récit oral qui contenait la cosmologie, les peurs et les espoirs de toute une civilisation. Son pouvoir ne résidait pas dans le papier, mais dans la vibration de la voix humaine et la mémoire collective. Il en va de même pour l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Pendant des siècles, ces histoires monumentales n'ont pas été lues en silence par des individus. C'étaient des spectacles publics, récités par des aèdes, les bardes de la Grèce antique, qui maintenaient vivante la culture et l'identité de leur peuple à travers le rythme et la parole. Alors, si la littérature peut exister sans livre, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est là que ça devient intéressant. Je propose une nouvelle définition. La littérature n'est pas un objet, c'est une technologie sociale conçue pour encapsuler et transmettre des informations complexes à travers le temps et l'espace. Et cette information, ce ne sont pas seulement des données brutes, c'est l'information la plus dense et cruciale pour notre survie en tant qu'espèce, les données émotionnelles et culturelles. On parle de sagesse, d'éthique, d'identité, de peur, d'amour et d'espoir. Tout cela est compressé dans une bonne histoire, un poème ou une chanson. Cette technologie n'utilise pas toujours l'alphabet. Dans l'Empire Inca, par exemple, il n'existait pas d'écriture telle que nous la connaissons. À la place, ils utilisaient le quipu, un système de cordes nouées. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait de simples registres comptables, de simples décomptes de lamas ou de maïs. Cependant, des recherches récentes suggèrent quelque chose d'étonnant. Les quipus pourraient être une forme d'écriture tridimensionnelle, un code qui narre des histoires, des mythes et des généalogies. Chaque nœud, chaque couleur, chaque torsion de la corde pourrait être un mot ou une idée. Ça, sans aucun doute, c'est de la littérature. Pensons également au codex mésoaméricain. Ce ne sont pas des livres au sens moderne, mais des toiles pliées qui combinent images et glyphes. Ils racontent des histoires de dieux, de rois et de la création de l'univers. Ils ne se lisent pas linéairement, ils s'interprètent visuellement. C'est une expérience littéraire qui fusionne l'art et le texte d'une manière que nous avons oubliée. Même dans les cultures qui ont développé l'écriture, la façon dont nous l'utilisons change radicalement notre perception. Dans de nombreuses cultures d'Asie de l'Est, la calligraphie n'est pas seulement une forme d'écriture, c'est un art en soi. Le trait du pinceau, la force et la fluidité ajoutent une couche d'émotion et de signification au texte que la typographie imprimée ne peut pas reproduire. Le haïku japonais, par exemple, n'est pas seulement un poème de 3 vers. C'est une photographie verbale, une capsule d'un moment précis. Son pouvoir réside dans l'économie du langage et dans l'espace blanc qu'il laisse pour que l'esprit du lecteur complète l'image. C'est une littérature de la suggestion, non de la description explicite. Maintenant, si la littérature est cette technologie pour transmettre la culture, son évolution s'est-elle arrêtée? Bien sûr que non. Elle a simplement changé de format, s'adaptant aux nouveaux médias. Le canon traditionnel n'est qu'un instantané d'un processus en mouvement constant. Pensez aux paroles de chansons. Quand Bob Dylan a remporté le prix Nobel de littérature en 2016, beaucoup se sont scandalisés. Comment un musicien pouvait-il recevoir la plus haute distinction littéraire? La réponse est simple. L'Académie a finalement reconnu que la poésie chantée est l'une des formes de littérature les plus anciennes et les plus puissantes. Les paroles d'artistes comme Kendrick Lamar ou Resident sont des chroniques sociales, des explorations psychologiques et des récits complexes qui définissent notre génération. Ils utilisent le rythme, la rime et le flow comme outils littéraires pour transmettre des messages avec une immédiateté que la page imprimée ne peut souvent pas égaler.
Et nous voici arrivés à un territoire encore plus controversé pour les puristes. Les jeux vidéo. Des jeux comme The Last of Us ou Red Dead Redemption 2 présentent des récits d'une profondeur et d'une complexité émotionnelle qui rivalisent avec les meilleurs romans. Non seulement ils vous racontent une histoire, mais ils vous la font vivre. Dans ces mondes interactifs, le joueur n'est pas un spectateur passif, c'est un co-auteur de l'histoire. Ses décisions altèrent le cours du récit, explorant des thèmes comme la moralité, le sacrifice et la condition humaine d'une manière profondément personnelle. C'est un nouveau chapitre dans l'évolution de la technologie littéraire. Même les formes de communication numérique les plus éphémères peuvent avoir une étincelle littéraire. Un fil Twitter bien construit qui narre un événement historique en temps réel, un post Reddit qui raconte une histoire personnelle déchirante, ou même un mème qui encapsule une idée sociale complexe en une seule image et une phrase. Je ne dis pas qu'un mème est équivalent à Don Quichotte. Ce que je dis, c'est que les deux utilisent les outils de leur temps pour remplir la même fonction fondamentale, encapsuler une idée ou une émotion dans un format mémorable et transmissible. C'est la même technologie avec une interface différente. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parlera de littérature, ne pensez pas seulement à une étagère de livres. Pensez à la grand-mère qui raconte les histoires de la famille, aux paroles de votre chanson préférée, aux tatouages qui racontent une vie, aux récits du jeu vidéo qui vous a fait pleurer. La littérature n'est pas une relique dans un musée. C'est un organisme vivant qui respire et mute. C'est le logiciel de l'âme humaine, constamment mis à jour par chacun de nous. Et ça, je crois, c'est une vérité bien plus excitante et puissante que celle qu'on nous a racontée en classe. La littérature nous permet de vivre plusieurs vies. Elle nous transporte dans l'ancienne Uruk avec Gilgamesh, nous fait ressentir le froid de l'hiver russe avec Dostoïevski et nous permet d'explorer des galaxies lointaines dans la science-fiction. C'est une machine à empathie qui nous connecte avec des esprits qui ont vécu il y a des siècles ou qui ne sont pas encore nés. Cette vision élargie de la littérature est aussi un acte d'inclusion. Elle reconnaît que les histoires tissées sur un tapis persan ou les légendes peintes sur l'écorce d'un arbre par les aborigènes australiens sont tout aussi valables et profondes que n'importe quel roman écrit. Ce sont des bibliothèques de savoir qui utilisent simplement un langage différent. Quand nous limitons la littérature aux livres, nous ignorons le génie et la sagesse d'innombrables cultures qui ont choisi d'autres moyens pour préserver leur héritage. Nous sommes, en effet, en train de faire taire une partie énorme de la conversation humaine. C'est une forme de colonialisme culturel que nous devons défier. Par conséquent, la véritable étude de la littérature ne devrait pas être seulement l'analyse de textes, mais l'étude des systèmes de transmission de sens. C'est une discipline qui se trouve au carrefour de l'anthropologie, de la technologie et de l'art. C'est l'étude de la façon dont nous nous racontons des histoires. Pensez-y un instant. Quelle est l'histoire qui définit votre famille? Se trouve-t-elle dans un livre? Ou est-elle dans les anecdotes qui se répètent à chaque dîner, dans les recettes transmises de génération en génération ou dans un vieil album photo usé? Tout cela est le tissu de votre propre littérature personnelle et familiale. La littérature a aussi une fonction politique et de résistance. Les récits d'esclaves, les chants de protestation, les poèmes écrits en prison, ce sont des actes de défi qui affirment l'humanité de leurs auteurs face à des systèmes qui tentent de la nier. C'est la preuve que tant qu'il y aura une voix, il y aura de la littérature. En élargissant notre définition, nous ne dévalorisons pas les grands romans. Au contraire, nous les plaçons dans leur contexte approprié, comme une forme parmi d'autres, incroyablement puissante, certes, mais pas la seule, au sein d'un écosystème vaste et diversifié de la narration humaine. Shakespeare n'est pas moins brillant pour se trouver aux côtés d'un conteur Yoruba. L'avenir de la littérature sera encore plus étrange et merveilleux. Nous voyons déjà des récits générés par l'intelligence artificielle, des histoires qui s'adaptent en temps réel aux émotions du lecteur grâce à des biocapteurs et des poèmes écrits dans le code génétique de l'ADN. La technologie continue d'évoluer, mais la fonction centrale restera inchangée. Nous aurons toujours besoin d'histoires pour donner un sens au chaos, pour construire des communautés, pour explorer les profondeurs de notre propre conscience et pour nous sentir un peu moins seuls dans l'univers. C'est un besoin humain fondamental. Alors la prochaine fois que vous terminerez un jeu vidéo avec une excellente histoire ou que vous écouterez une chanson dont les paroles vous transpercent l'âme, donnez-vous la permission d'appeler ça de la littérature, parce que ça laisse. Vous participez à la tradition la plus ancienne et la plus vitale de notre espèce, celle de raconter des histoires. La littérature n'est pas morte ni confinée aux bibliothèques. Elle est dans les rues, dans nos téléphones, sur les scènes et dans les conversations nocturnes. Elle est partout attendant d'être découverte et reconnue sous toutes ses formes. Il nous suffit d'apprendre à regarder et à écouter différemment. Même l'architecture peut être une forme de littérature. Une cathédrale gothique, avec ses vitraux et ses statues, est un livre de pierre qui raconte l'histoire sacrée,
à une population qui ne savait pas lire. Chaque arc, chaque gargouille est un mot dans une prière de foi et de pouvoir. C'est un texte que l'on habite, pas que l'on lit. De même, la conception d'un jardin zen japonais est un poème composé de roches, de sable et de vide. Il ne raconte pas une histoire linéaire, mais évoque un état d'esprit, une méditation sur la nature et l'impermanence. C'est une forme de littérature qui s'expérimente avec le corps et l'esprit, pas seulement avec l'intellect. La cuisine, dans de nombreuses cultures, est une autre forme de narration. Une recette transmise de grand-mère à petite-fille n'est pas seulement une liste d'ingrédients. C'est un texte qui contient l'histoire d'une famille, les migrations, les époques d'abondance et de pénurie. Chaque saveur raconte une partie de cette histoire. Quand nous limitons la littérature à la parole écrite, nous privilégions un seul sens, la vue, et un seul mode de traitement, l'intellectuel. Mais les histoires peuvent être savourées, écoutées, ressenties et habitées. Une vision plus large nous enrichit en ouvrant tous nos sens à la narration. Le problème du canon traditionnel n'est pas seulement qu'il est excluant, mais qu'il est ennuyeux. Il transforme quelque chose de vibrant et d'essentiel en une tâche académique, une liste de lectures obligatoires qui tue souvent l'amour des histoires au lieu de le cultiver. Il le dépouille de sa magie et de son pouvoir de connexion. Le véritable lecteur, le véritable amoureux de la littérature n'est pas celui qui a lu tous les classiques. C'est la personne curieuse qui cherche des histoires partout, qui reconnaît le schéma narratif dans une blague, dans une théorie scientifique ou dans la façon dont un ami raconte sa journée. C'est une attitude face au monde. Pensons à la science. Les grandes théories scientifiques ont souvent une structure narrative puissante. La théorie de l'évolution de Darwin, par exemple, est une épopée de survie, de lutte et de transformation qui s'étend sur des millions d'années. C'est une histoire qui nous donne une place dans le cosmos. Une étude de l'Université d'Emory a démontré que lire un roman améliore la connectivité cérébrale. Les neurones du lecteur reflètent les actions et les sentiments des personnages. Littéralement, notre cerveau simule l'expérience de l'histoire. La littérature n'est pas seulement quelque chose que nous lisons, c'est quelque chose qui nous arrive. Cette simulation neurologique est la base de l'empathie. En vivant temporairement la vie d'un autre, que ce soit un roi médiéval ou un astronaute sur Mars, nous élargissons notre compréhension de l'expérience humaine. Les histoires sont l'antidote contre les préjugés et le tribalisme, car elles nous obligent à nous mettre dans la peau d'autrui. Alors, pourquoi la vision du livre comme seule littérature s'est-elle imposée? En partie, pour des raisons technologiques et économiques. L'imprimerie de Gutenberg a permis la reproduction massive de textes, les transformant en une marchandise. Ce qui pouvait être imprimé et vendu est devenu ce qui était considéré comme précieux. Ce fut aussi un outil de construction d'empires et de nations. Un canon littéraire national aidait à créer une identité et une langue commune, effaçant souvent la diversité des traditions orales et des dialectes locaux. La littérature est devenue un instrument de pouvoir et d'unification culturelle. Revendiquer une définition plus large de la littérature est donc un acte radical. C'est démocratiser l'art de raconter des histoires et redonner le pouvoir aux communautés et aux individus. C'est affirmer que votre histoire, mon histoire, nos histoires, importent, quel que soit le format dans lequel elles sont racontées. Même nos rêves sont une forme de littérature. Chaque nuit, notre cerveau devient romancier, dramaturge et cinéaste, créant des récits complexes à partir des vestiges de notre vie quotidienne. Ce sont les histoires que nous nous racontons pour traiter nos émotions et nos peurs. Le langage corporel, la façon dont nous nous mouvons et nous présentons au monde, raconte aussi une histoire. La posture d'une personne peut révéler la confiance ou l'insécurité. Sa façon de marcher peut parler de son passé. Nous sommes, en essence, des textes ambulants que les autres lisent constamment. La mode et les vêtements que nous choisissons sont une autre forme d'expression littéraire. Ce que nous portons est un texte qui communique notre identité, nos aspirations, notre appartenance à une tribu culturelle. C'est une narration silencieuse que nous projetons au monde chaque jour, une histoire que nous choisissons de raconter sur qui nous sommes. Par conséquent, il ne s'agit pas d'abandonner les livres. Les livres sont une technologie merveilleuse, l'une des meilleures que nous ayons inventées. Il s'agit d'élargir l'étagère, de faire de la place pour toutes les autres façons dont l'humanité a décidé de raconter ses vérités. Il s'agit de voir l'univers comme une bibliothèque infinie. Cette perspective nous libère de l'anxiété de ne pas avoir assez lu. Ce n'est pas une compétition. C'est une invitation à prêter attention aux histoires qui nous entourent déjà. Dans chaque conversation, dans chaque chanson, dans chaque bâtiment. Elles nous transforment tous en critiques et collectionneurs de récits. La littérature est le code source de la culture. En comprenant ces diverses formes, nous pouvons mieux comprendre comment fonctionnent les sociétés, comment les mythes sont construits et comment nous pouvons réécrire les récits qui nous limitent, tant au niveau personnel que collectif. Le critique littéraire George Steiner a dit que lorsqu'une langue meurt, un monde meurt avec elle. Il en va de même pour une forme littéraire.
Quand nous perdons une tradition orale ou la capacité d'interpréter un langage visuel, un univers entier de connaissances et de beauté s'évanouit pour toujours. C'est pourquoi préserver et étudier ces diverses formes de littérature n'est pas seulement un exercice académique. C'est un acte de conservation culturelle, aussi important que de protéger une espèce en voie de disparition ou un écosystème fragile. C'est protéger la biodiversité de l'imagination humaine. La mémoire humaine est en soi une œuvre littéraire. Nous ne nous souvenons pas du passé comme d'un enregistrement vidéo. Nous le rappelons comme une histoire que nous éditons, réorganisons et réinterprétons constamment pour donner un sens à notre présent. Nous sommes les romanciers de notre propre passé. Alors, au lieu de demander « est-ce de la littérature ?», commençons à demander « quelle fonction littéraire cela remplit-il ? Comment encapsule-t-il l'émotion ? Comment transmet-il la sagesse ? Comment construit-il un monde ?» Ce sont ces questions qui nous ouvrent les portes à une compréhension plus profonde et plus riche de la créativité humaine. Ce n'est pas seulement une théorie. Des neuroscientifiques comme Uri Hasson ont utilisé des scanners cérébraux pour montrer que lorsqu'une personne raconte une histoire et qu'une autre l'écoute, leur schéma d'activité cérébrale se synchronise. La narration crée une fusion des esprits. La littérature est littéralement une forme de télépathie. Le plaisir que nous ressentons en nous perdant dans une bonne histoire est une récompense évolutive. Nos ancêtres, qui prêtaient attention aux récits sur l'endroit où trouver de la nourriture ou comment éviter les prédateurs, avaient plus de chances de survivre. L'amour des histoires est gravé dans notre ADN. Les histoires nous donnent un cadre pour comprendre le caractère aléatoire de la vie. Le cerveau humain déteste le chaos, il cherche constamment des motifs. La littérature, sous toutes ses formes, impose un ordre narratif, un début, un développement et une fin aux événements désordonnés de l'existence. Elle nous donne l'illusion de sens. Même les mensonges que nous nous racontons, nos justifications et rationalisations sont une forme de littérature personnelle. Ce sont les fictions que nous créons pour pouvoir vivre avec nos contradictions et nos échecs. La conscience de soi est donc l'acte de devenir un bon critique de sa propre fiction interne. Pensons à l'argent. Qu'est-ce que l'argent sinon une histoire que nous avons tous accepté de croire? Un billet n'est qu'un morceau de papier ou de polymère. Sa valeur n'est pas intrinsèque. Son pouvoir réside dans le récit partagé de confiance et de crédit que nous lui avons assigné. L'économie est l'une des œuvres de fiction les plus influentes de l'humanité. Les lois et les systèmes de justice sont aussi des textes littéraires. La déclaration d'indépendance ou la constitution d'un pays sont des récits fondateurs. Ils racontent l'histoire de qui nous sommes en tant que peuple et quels idéaux nous croyons. C'est la mythologie qui soutient nos sociétés. Les mythes de la création de toutes les cultures sont les premiers romans de science-fiction ou de fantasy. Ce sont des tentatives d'expliquer l'origine de l'univers et notre place en son sein en utilisant les outils narratifs disponibles. La science moderne poursuit cette tradition, mais avec un langage différent, celui des mathématiques et de l'observation. Alors, la littérature n'est pas une simple décoration de la vie, un passe-temps pour gens oisifs. C'est le système d'exploitation de la réalité humaine. C'est l'échafaudage invisible sur lequel nous construisons nos identités, nos cultures, nos nations et notre compréhension même de l'univers. Les potins, par exemple, sont la forme la plus basique et la plus répandue de la littérature orale. C'est ainsi que nous construisons et maintenons la carte sociale de notre communauté, qui est digne de confiance, qui est un traître, qui monte dans la hiérarchie. Ce sont des récits courts qui régulent le comportement social. La thérapie psychologique est, à bien des égards, un processus littéraire. Le patient raconte l'histoire de sa vie et le thérapeute l'aide à trouver les fils narratifs, à identifier les personnages récurrents et, le plus important, à réécrire les chapitres qui lui causent de la douleur. C'est une coédition de l'autobiographie personnelle. Le branding personnel à l'ère numérique est un exercice d'écriture de fiction. Nous curatons nos vies sur les réseaux sociaux, sélectionnant les meilleures photos, racontant les histoires de succès, créant un personnage, un moi idéalisé pour la consommation publique. Nous sommes tous devenus des romanciers de notre propre marque. Même un plat dans un restaurant de haute cuisine est un poème. Le chef utilise des ingrédients, des textures et des couleurs pour raconter une histoire, peut-être celle d'une région, d'une saison ou d'un souvenir d'enfance. C'est une narration éphémère qui disparaît au fur et à mesure qu'elle est consommée. Le parfum est une littérature olfactive. Un parfumeur combine des notes de tête, de cœur et de fond pour créer un voyage sensoriel qui évolue avec le temps. Un arôme peut évoquer des souvenirs, créer des atmosphères et raconter des histoires sans un seul mot, directement au centre émotionnel de notre cerveau. Voir la littérature de cette manière nous donne un outil incroyablement puissant. Si tout est une narration, alors tout peut être réécrit. Les histoires de haine peuvent être remplacées par des histoires d'empathie. Les récits de désespoir peuvent être remis en question par des récits d'espoir. Nous ne sommes pas de simples consommateurs des histoires qui nous entourent.
Nous en sommes aussi les auteurs. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous disons, chaque choix que nous faisons est une phrase que nous ajoutons à la grande narration collective de l'humanité. Nous avons plus de pouvoir que nous ne le pensons. Alors, le défi que je vous lance aujourd'hui est le suivant. Sortez dans le monde et agissez comme des détectives d'histoire. Trouvez la littérature dans les endroits les plus inattendus. Dans le design d'une chaise, dans la blague d'un ami, dans le silence entre deux notes d'une chanson. Et puis, racontez vos propres histoires. Parce qu'au final, ce qui restera de nous, ce qui nous survivra, ce ne seront pas nos possessions ni nos comptes bancaires. Ce seront les histoires que nous racontons, celles que nous vivons et celles que nous inspirons aux autres. C'est notre véritable héritage et notre seule forme d'immortalité. La littérature, dans son sens le plus large et le plus vrai, est simplement le bruit que fait l'humanité en essayant de se comprendre. C'est le murmure incessant de 7 milliards d'âmes racontant leur version de la vérité. Et il n'y a rien de plus important ni de plus beau que cela. La prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il n'aime pas lire, ce n'est peut-être pas qu'il n'aime pas les histoires, mais qu'il n'a pas trouvé le format qui résonne avec lui. Peut-être que sa littérature se trouve au cinéma, dans les podcasts, dans l'histoire orale ou dans les mondes numériques. Ah, il y a une forme de littérature pour chaque personne. Même le silence peut être littéraire. Dans une pièce de théâtre, une pause bien placée peut avoir plus de poids que n'importe quel dialogue. Dans une conversation, le silence peut communiquer un accord, une tension ou une tristesse. C'est l'espace blanc qui donne du sens au texte, l'absence qui définit la présence. Cette vision nous donne le pouvoir en tant qu'apprenants. Au lieu de nous sentir intimidés par un canon qui semble inaccessible, nous pouvons commencer à analyser les histoires que nous aimons déjà. Qu'est-ce qui fait que le récit de votre film préféré fonctionne? Quelle technique utilise votre rappeur préféré? C'est le même ensemble d'outils, appliqués différemment. Le mot texte vient du latin textus, qui signifie tissu. À l'origine, il faisait référence à quelque chose de tissé. Cette étymologie nous rappelle que les histoires sont des fils avec lesquels nous tissons la tapisserie de notre réalité. Chaque histoire est un fil, et ensemble, elles créent le tissu de la culture. Ainsi, la littérature n'est pas une discipline isolée pour des universitaires dans des tours d'ivoire. C'est la pratique humaine la plus fondamentale et la plus démocratique. C'est le droit de naissance de chaque personne à donner un sens à son expérience et à la partager avec le monde. C'est la conversation infinie de notre espèce. En résumé, la littérature n'est pas ce qui est dans le livre. C'est ce que le livre, la chanson ou l'histoire fait à l'intérieur de vous. C'est le changement dans votre perception, l'étincelle d'empathie, la question qui résonne dans votre esprit bien après que l'histoire soit terminée. C'est un verbe, pas un nom. Nous avons voyagé depuis les feux de camp de nos ancêtres jusqu'au monde numérique, découvrant que l'impulsion de raconter des histoires est une constante universelle. La technologie change, les formats évoluent, mais le cœur de la littérature, notre besoin de connecter et de donner du sens, reste le même. Un grand merci de m'avoir accompagné dans cette expédition au-delà des canons et des définitions traditionnelles. Ce fut un réel plaisir d'explorer ces idées avec vous tous. J'espère que ce voyage a allumé une nouvelle étincelle de curiosité et vous a donné une nouvelle perspective sur le pouvoir des histoires. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos futures explorations. Et s'il vous plaît, partagez en commentaire quelle est l'œuvre de littérature non traditionnelle la plus puissante que vous ayez expérimentée.